Notre prochain invité, vous le reconnaissez, il vient une fois par mois nous visiter, puis on fait le tour de tous les sujets. Le député fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, bonjour. Bon matin. Vous allez bien? Ça va très bien vous-même? Oui, merci. Bernard, vous êtes en vacances cette semaine, en congé? En fait, on n'appelle pas ça des vacances. OK, un congé. Le congé pascal. On appelle ça des semaines dans notre circonscription. OK. C'est pas des vraies vacances. Non. Non, ma semaine est déjà pas mal comblée, je vais te dire. Mais puis avec beaucoup de plaisir, moi je te dirais que j'aime mieux être dans la circonscription qu'être à Ottawa. Dans les faits, en termes de travail de député, j'aime beaucoup être proche de mon monde ici que d'être à Ottawa à 5 heures de route, là. Parce qu'il se passe à Ottawa, souvent, reste à Ottawa pas mal. Mais pour les gens qui vous connaissent bien aussi, vous êtes bien dans votre comté. Oui, absolument. Vous êtes près de vos j'adore citoyens. ça, puis j'adore les gens. Puis là, on commence à il commence à avoir des activités, on commence à revoir les gens un peu plus en personne aussi. Donc, c'est agréable. Là. J'étais à Cabane à sucre en fin de semaine, là, avec ma petite fille qui voulait se sucrer le bec depuis 2 semaines, puis j'avais manqué mon coup la semaine d'avant. Oui, j'ai vu ça sur Facebook. Là, vous cherchez J'avais manqué mon coup. Vous cherchez une cabane à sucre. Mais là, je suis allé chez une ancienne amie, une fille que je connais, puis son mari est décédé l'année dernière, ça fait qu'elle est en train de... Son fils va prendre la relève. En tout cas, c'était un beau moment. Puis il y avait un groupe de Rivière-du-Loup qui était là aussi en même temps que je suis là. Donc, c'était pas prévu que je fasse de publication, mais là, finalement, ça a bien donné. Puis ça m'a permis aussi de me sucrer le bec parce que j'aime bien la tire sur la neige aussi. J'étais pour vous poser la question. Oui. C'était pas juste la petite fille, là. Non, c'était pour moi aussi beaucoup. D'abord, on vous garde jusqu'à la fin de l'émission, comme à chaque fois. On a donné congé à José ce matin. C'est gentil. Mais j'avais un petit message à passer à notre journaliste José Soucy. Absolument, parce que je suis coprésident, en fait, de l'EUCAN cette année, ici à Montmagny, avec Jean-Philippe Dumas de chez Plancher-Mercier. Et puis, on a invité des journalistes de l'ensemble des médias locaux et régionaux de aussi se faire couper les cheveux, tout comme moi, le 18 juin prochain. Alors, on a Mme Bérubé, Diane Bérubé de l'Écho d'en haut qui a déjà accepté. Et là, je veux inviter José Soucy. J'espère qu'il doit sûrement me regarder. Hein, de temps en temps, il se regarde dans son émission. Il regarde l'émission, oui. Alors, je l'invite à se faire couper les cheveux, José. D'ailleurs, ça lui ferait du bien, une petite nouvelle coupe. Là, ça lui ferait pas de tort après toutes ces années. C'est juste pour l'agacer. Là, parce que, oui. Il tient ses cheveux, je pense. Mais quand même, ça repousse. Il faut qu'il sache que ça repousse. Regarde, d'ailleurs, les miens repoussent tranquillement. D'ailleurs, habituellement, je suis rasé. Moi, je me rase la tête maintenant, mais parce que j'ai comme une patinoire à poux qui appelle en arrière ici, là, puis j'aime pas bien ça. Ça fait que j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux jusqu'au mois de juin. Donc, évidemment, puis là, il y a d'autres personnes qui peuvent... On invite, évidemment, les gens qui veulent se faire raser les cheveux avec moi, avec nous, en fait, parce que Jean-Philippe va aussi se faire raser les cheveux. Donc, il y a Mme Renée Grégoire qui a déjà accepté là, d'embarquer. Donc, elle a lancé sa page web sur l'EUCAN hier. Là. On peut trouver ça assez facilement sur Internet. Donc, on peut lui faire des dons. Essentiellement, les gens qui se font couper les cheveux ramassent aussi des dons. Et ça fait partie de la cagnotte globale qu'on a. On s'est fixé 100 000 d'objectifs. C'est quand même beaucoup d'argent. Vous avez de grandes ambitions. On a de grandes ambitions. Écoute, j'ai ramassé 75 000 pas juste moi, là, évidemment, l'année dernière pour la Fondation de l'hôpital à la Pocatière. C'est des fondations qui... Puis là, on parle ici des enfants. Il faut bien se le dire, là. La Fondation l'EUCAN, en fait, c'est un service qui est offert aux enfants qui ont le cancer et aux familles. Et j'ai appris, parce qu'évidemment, on nous informe beaucoup là, de comment ça fonctionne. Des fois, ça peut s'étendre sur jusqu'à 7 ans, imagine-toi. Donc, tout l'impact financier, psychologique, familial que ça peut avoir que d'avoir un enfant qui a le cancer. Moi, j'ai mon petit-fils Oscar qui a été malade cet hiver. Puis, comment ça va? Ça va, il va très bien. Oui. Il va très bien. L'opération s'est bien déroulée? Absolument. L'opération, écoute, le milieu de la santé au Québec, là, on a bien beau dire que ça a des ratés à certains endroits potentiellement, mais quand on parle des opérations, la science a beaucoup avancé. Hein. Écoute, là, ils ont fait une ouverture dans le dos. Ils ont passé par le dos pour aller couper et recoller, en fait, recoudre une artère qui était écrasée, donc qui ne lui permettait pas d'avoir tout le souffle normalement qu'il pouvait avoir. Et donc, puis moi, j'ai réalisé ce que ça veut dire aussi d'avoir un enfant qui est malade ou en fait un enfant qui doit être opéré, tout le stress que ça amène à la famille, aux grands-parents, à tout l'environnement familial de cet enfant-là. Et je pense que l'EUCAN, c'est vraiment quelque chose qu'il faut supporter pour l'amour de nos enfants. Donc, j'invite tous les gens à faire des dons. D'ailleurs, on peut me faire un don. Et quand on me fait un don, à moi personnellement,
savez que j'aime la photographie. Là, pour ceux et celles qui me suivent sur Facebook, je prends des photos. Certaines sont assez bonnes, là, donc c'est des photos, on les voit ici d'ailleurs, là. Donc c'est des photos que j'ai fait un choix avec mes... Ah, c'est vous qui avez pris ces photos? photos-là? Oui, c'est des photos que j'ai prises. Ça, c'est en avant de chez moi, ça, à Saint-Roch-des-Aunais. Ça, c'était à mon chalet à Saint-Damas. Ça, c'était à la Pocatière. Bon, en tout cas, j'ai fait des photos variées. Puis moi, je pensais avec mon cellulaire, ces photos-là, ça fait vraiment des photos. Puis bon, je veux pas faire de publicité, mais je suis imprimeur. Donc, quand on imprime les photos, on s'assure qu'on fait des photos, là, on imprime des photos de grande qualité. Donc, les gens qui vont faire des dons de plus de 50 auront droit à avoir une photo gratuitement. Alors, j'invite les gens à faire un don sur ma page, sur le camp. D'ailleurs, on peut trouver ça sur ma page web, sur mon site, ma page Facebook, partout. Mais on peut appeler au bureau du On peut appeler à mon aussi, bureau, évidemment. Oui, tout à fait, oui. tout à fait. Donc, j'invite les entreprises aussi à faire des dons. Là. Bernard, on vous garde jusqu'à la fin de l'émission parce qu'il y a beaucoup de sujets dont on veut discuter. On vous voit une fois par mois. Mais tu m'as coupé. J'ai appris en entrant que tu m'avais coupé 3 minutes. Donc, peux-tu faire un protèt là-dessus? Oui, mais il y en a déjà. Il y en a déjà 6 de passés, là. Bernard, je vais vous entendre. Hier, dans le château fort du Parti québécois, dans Marie-Victorin, depuis 1985 que le Parti québécois est au pouvoir. Et hier, c'est la CAQ. C'est Mme Dorimont qui a remporté la victoire. Ouais. Vous voyez ça comment? Parce que vous êtes à Ottawa avec le Bloc québécois. Ouais. Vous voyez le Parti québécois, le Bloc québécois, c'est plus vers le Bloc québécois à Ottawa. Ouais. Est-ce que c'est en... La réflexion que je me fais, Michel, c'est que la société évolue et les jeunes aussi évoluent. Les jeunes se voient comme des jeunes du monde. Ils ne se voient pas comme les jeunes du Québec ou uniquement du Québec. Et j'entends par là que le nationalisme, comme on l'a connu à l'époque du PQ dans les années 80, 75, 80... Sous le règne de M. Sous le règne de M. Lévesque. Cette perception qu'on devait avoir de notre pays, elle est totalement effacée aujourd'hui. Les gens sont, bien dans le Canada, il faut bien le dire. On vient de traverser la pire pandémie depuis 100 ans. Et je pense que le Canada a fait sa job, là, qu'il fallait qu'on fasse pour soutenir l'ensemble des Canadiens, incluant les Québécois, bien sûr. On peut chialer contre le fédéral pour bien des choses, là, mais je pense que le fédéral a été là pour tout le monde. Et cet esprit d'universalité des jeunes aujourd'hui qui font partie du monde. Les jeunes veulent apprendre des langues, ils voyagent, et ils ne sont pas très stables, les jeunes aujourd'hui, on s'entend. Hein? Donc, la stabilité d'un pays, c'est plus une priorité pour eux autres. Ça veut dire que le Parti québécois, qui était une valeur sûre de l'époque pour le nationalisme, la CAQ est aussi nationaliste, même sinon plus que ce que le Parti québécois l'était. Et là, ça présuppose une question par rapport à la présence du Bloc à Ottawa. Parce que si aux prochaines élections, il reste 2 ou 3 blocs péquistes au Québec, puis que la CAQ est rentrée de façon majoritaire comme ça s'annonce, écoute, la présence du Bloc à Ottawa n'a plus de pertinence du tout. Ça remet totalement la pertinence du Bloc. Et j'ai hâte de voir l'analyse de José là-dessus, moi. Parce que José, je le suis, puis je l'écoute, puis je l'entends ce qu'il dit. José, c'est quand même... Ça fait longtemps qu'il fait de la politique, puis il écoute la politique. J'ai hâte de voir sa propre analyse là-dessus, parce que il y a une différence aujourd'hui sur comment les jeunes voient le monde de demain par rapport à ce qu'on a vécu, nous, à notre époque, là, parce que j'ai 60 ans bientôt, moi, là, donc je l'ai vécu, tout ça, là. Donc, je pense que c'est le reflet de ce qui s'en vient dans le futur. Et quand on pense que le Parti libéral, qui était le château fort, qui était en fait en dichotomie avec le PQ pendant de nombreuses années, on n'est plus là. On n'est plus là du tout. Qu'est-ce que vous pensez du Parti conservateur du Québec? Bien, ils ont fait une prestation intéressante. Ils ont fini 4e. Ils ont fini 4e, mais 4e, le Parti libéral a fini après eux, imaginez-vous, là. Quand on pense que c'est le parti qui a géré le Québec presque la moitié des 100 dernières années. Les temps changent. Les partis, ça disparaît aussi. Ça naît et ça peut disparaître. C'est arrivé à l'Union nationale, c'est arrivé à d'autres partis. Peut-être que ça va arriver au PQ aussi. Qui sait? La très grande majorité des gens qui constituent la CAQ, c'est des gens du PQ. Donc, c'est des nationalistes qui se sont réintégrés à l'intérieur d'un autre parti politique, mais qui ne cherchaient pas nécessairement l'indépendance. On n'entend même plus ce mot-là dans la bouche des gens du Parti québécois. Donc, c'est une idée qui est complètement révolue. Là. Ils sont passés à un autre appel. Là. Qu'est-ce que vous pensez de la remontée du Parti conservateur du Québec? Bien, écoute, par rapport à M. Duhem, là, écoutez, on finit 4e, mais c'est 50...
quelques mille membres. Ils sont proches de 60 000 membres au moment où on se parle. Et en fait, la concentration du vote dans certaines régions, comme la région de Québec, va peut-être faire élire quelques députés dans la région de Québec, en Beauce aussi, je pense. Ils sont très forts dans certains endroits. Donc, il y a une concentration. Le pays de Maxime Bernier, là, ça reste que c'est des gens très à droite encore. Donc, il va possiblement avoir des gains qui vont se faire là, puis qui vont faire une entrée. Le Parti conservateur va faire une entrée officielle. Non pas qu'il n'était pas là parce qu'il y a une députée qui a fait défection de la CAQ pour aller avec eux autres, mais d'avoir des députés élus par la population, c'est tout à fait possible que ça arrive cet automne. On va surveiller ça. Absolument. Maintenant, on va prendre quelques dossiers. D'abord, le budget. Je ne peux pas vous passer à côté. La semaine dernière, Mme Freeland qui nous annonçait un déficit de 53 milliards là, pour la prochaine année. Puis, vous voyez ça comment? Vous recevez ça comment? En fait, sincèrement, je reçois ça comme une gifle au visage parce qu'on n'avait pas besoin de refaire un déficit aussi élevé encore cette fois-ci. Pourquoi? Expliquez-moi, parce que vous c'est un choix qui ne devrait pas être aussi élevé. Pourtant, 53 milliards, c'est pas rien, là. Non, je veux dire, c'est pas aussi élevé dans le sens, il est très élevé. Je veux dire, on va faire un petit recul en arrière. Là. En 2015, quand les libéraux ont été élus, ils promettaient 3 petits déficits de 10 milliards puis l'équilibre budgétaire en 2019. Ils ont fait 85-90 milliards de déficit durant ces années-là, que c'était des années de croissance. Donc, on était loin. C'est 3 fois plus que le déficit qu'ils avaient annoncé. Donc, on était loin de l'équilibre budgétaire. Là, est arrivée la pandémie. Ils ont dépensé 400 milliards. Et là, on est après la pandémie. Est-ce que ça s'explique? Bien, ça s'explique. Ça ne s'explique pas qu'il ait fait des déficits dans une période où on était dans une croissance économique. Oui, mais pour la pandémie... oui, ça s'explique, la pandémie. N'importe quel parti aurait été obligé de mettre de l'argent comme ils en ont fait. D'ailleurs, on a approuvé la majorité des mesures. Là, on est post-pandémie, là. Et tout est acheté, les vaccins, les usines, etc. Tout est parti. On est en marche pour ça. L'argent est déjà mis dans les budgets, déjà annoncé. Mais là, on arrive avec des revenus à cause de l'inflation, de la guerre en Ukraine. Les revenus du Canada dans le premier trimestre ont été de 100 milliards supérieurs à ce qui avait été imaginé. Le baril de pétrole est passé de 70$ à 120$. C'est de l'argent, plus l'inflation. Évidemment, l'inflation, c'est la hausse des coûts, plus de taxes, parce que les taxes sont sur les coûts des produits. Ils ont engrangé des milliards, des dizaines de milliards de dollars supplémentaires. Ils auraient pu faire, s'ils avaient voulu, ils auraient pu faire l'équilibre budgétaire dès cette année. Ils n'ont pas voulu. C'est intrinsèque dans la mentalité des libéraux, particulièrement de Justin Trudeau et de sa ministre des Finances. Écoute, il annonce un déficit budgétaire en 2027-2028 de 8 milliards. Pourquoi ils n'ont pas mis zéro, là? Ils ne sont pas capables. C'est pas compliqué. Ils ne sont pas capables de mettre 2 mots très simples, équilibre budgétaire, 2 dans la même phrase. Ils ne sont pas capables. Alors, c'est vraiment dommage parce que les temps sont incertains, disons-le comme ça. Là. Et on a eu la pandémie, là, c'est la guerre. Qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Une récession? Qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années? Tout ce qui monte redescend. N'oubliez pas ça. Là. Donc, c'est inévitable qu'un jour, il va y avoir une autre récession. Quand est-ce qu'elle va arriver? Puis le moment où ça va arriver, il va falloir réinjecter de l'argent dans l'économie pour relancer l'économie. On n'aura même plus l'argent. On ne sera plus capable d'en mettre de l'argent dans l'économie à ce moment-là. Qu'est-ce que vous pensez de l'entente avec le NPD? Parce que, les soins dentaires, c'est... Écoute, c'est la pire grâce, je le mets entre guillemets, à cette association-là, il y a des gens qui voient pas ça négativement. Là. Le NPD, techniquement, sont en faillite. Ils n'ont pas d'argent pour faire des élections. Alors, ils ont assuré leur confort pour les 3 prochaines années en disant, d'ores et déjà, on va appuyer les 3 prochains budgets du gouvernement fédéral si... il y a telle mesure, dont les soins dentaires. Mais c'est pas négatif. En tout cas, c'est pas négatif. Pour la population qui reçoit ça, c'est pas négatif. Le problème, là, c'est que toutes ces dépenses-là, c'est comme les garderies, c'est comme d'autres affaires, là, toutes ces dépenses-là, c'est des dépenses récurrentes. Ça veut dire qu'à chaque année, il va falloir que tu trouves l'argent pour être capable de les... Le baril de pétrole, il ne restera pas à 120$. D'ailleurs, il est en bas de 100$ aujourd'hui. Là. Il y a 20$ de différence déjà. Là. Donc, il va-tu retomber à 50$? Si c'est le cas, on va manquer d'argent tantôt. Qu'est-ce qui va arriver? On va être encore en déficit ou bien il va falloir qu'on coupe partout. Il y a une logique budgétaire qui ne fonctionne pas dans ce gouvernement-là. Puis là, ils viennent de s'associer avec le NPD. Le NPD, ils en veulent tout le temps plus, ils sont à gauche complètement, ils donneraient tout à tout le monde. Il y a un coût associé à ça. Ils ne disent jamais où est-ce qu'ils vont prendre l'argent pour les payer. Les soins qu'ils vont donner à l'ensemble de la population, qui sont payés en grande partie par le privé, par des assurances privées, ceux qui n'en ont pas, effectivement, il faut prendre soin d'eux, c'est pas un problème, mais à quelque part, il faut que ça soit fait de façon responsable. Les libéraux n'ont pas ce sens de la responsabilité fiscale. Comment se porte la campagne de M. Charest avec M. Poilievre? Ça va très bien.
Ça va très bien. Mais M. Charest a beaucoup de retard encore. Ah, bien écoutez, on a jusqu'au 3 juin pour vendre des cartes de membres. On est là-dedans pas à temps plein, mais il y a des équipes qui travaillent là-dessus. On est rendu à 500 bénévoles au Québec qui vendent des cartes de membres. Ça va très bien. En fait, il faut faire attention à ce qu'on voit publiquement dans dans les médias sociaux et ce qui se fait réellement dans la réalité. La réalité peut être bien différente. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, je suis évidemment à la campagne de Pierre Poilievre aussi. J'analyse les deux campagnes. M. Charest fait des rassemblements, il y a 100 personnes. M. Poilievre fait des rassemblements, il y a 1000 personnes. Sauf que M. Poilievre, il est allé manger, on dit ça dans la politique, il est allé manger dans la tarte à M. Maxime Bernier. Tous les gens qui étaient offusqués de l'ensemble des mesures, les non-vaccinés, les gens qui étaient outrés des mesures que le gouvernement fédéral avait mis en place, M. Poilievre les attire tous vers lui actuellement. Ça représente une frange de la population, tout comme le Parti conservateur du Québec attire une frange de la population. Je connais des gens que vous seriez extrêmement surpris de savoir qui ont pris leur carte de membre du Parti conservateur du Québec. Dans le fond d'eux, ce pas des conservateurs. Ils sont là parce qu'ils sont frustrés de tout ce qui s'est mis en place dans les 2 dernières années et que leur liberté a été brimée. Pour eux, ça n'a pas de prix. Alors, ils s'investissent politiquement pour aller montrer leur dégoût de ce qui s'est passé. Ceci dit... Oui, allez-y. Ceci dit, les deux campagnes sont très différentes. Là, j'ai entendu, écoute, pour te dire, j'ai entendu ce matin à la radio, il va y avoir 3 débats, dont un en français le 25 mai à Montréal. Je l'ai appris en même temps que les auditeurs à la radio. Je ne le savais même pas, on ne l'avait pas annoncé, mais en tout cas, ça a sorti d'un média, j'imagine, hier soir. C'est pour ça qu'il va y avoir 3 débats. Donc, il va en avoir un en français à Montréal le 25 mai. On va voir qui est l'adulte et qui est l'enfant dans ce débat-là. Est-ce que des débats, c'est suffisant pour donner cette poussée-là, M. Charest? Parce que là, vous dites que les rassemblements... Moi, j'ai su qu'il y a eu un rassemblement à Montréal qui avait 300 personnes. Non, on était 600, j'étais là. On était 600 personnes à Laval. OK. Bon, donc, puis on pouvait les compter. La salle était bien pleine, là. Bien pleine. Il y en avait un autre à Montréal, à Québec, où il y a eu 300 personnes. J'étais aussi présent. C'était 2 jours d'affilée. Il y en a eu un autre à Sherbrooke, qui avait 300 personnes. M. Charest, au Québec... Au Québec, M. Charest est bien connu, mais comment il est perçu ou reçu il est très bien reçu. Au Canada? Il est très bien reçu. Il était en Ontario hier. Aujourd'hui, il est à London. Puis, vois-tu, on parlait tantôt des gardes d'enfants, le programme de garderie à travers le Canada. M. Charest va annoncer aujourd'hui qu'il était d'accord avec ça, puis qui veut augmenter la portion qu'on va donner aux familles les moins nantis pour véritablement sortir les gens de la pauvreté. Il y a des priorités qu'il faut se donner en politique qui sont des... Puis ça, M. Poilievre, ça va être intéressant de voir les débats parce que M. Poilievre, lui, on donne l'argent aux familles, on ne fait pas de programme. Là, à cette heure que le programme est mis en place, comment tu vas aller enlever le programme? Tu ne peux pas l'enlever, le programme. Il y a des ententes signées avec toutes les provinces canadiennes, dont 5 qui sont des gouvernements conservateurs. Alors, il y a une espèce d'acceptabilité là, autour de ce projet-là. Donc, M. Charest, lui, dit qu'il faut qu'on fasse d'autres priorités au niveau des familles, puis il veut même donner des sous à des gens, à des femmes qui sont enceintes, mais qui ne veulent pas nécessairement arrêter de travailler, pour être capable de continuer à travailler, parce que c'est toute la question de la... Parce qu'au Québec, il faut bien le dire, là, ces politiques-là, avec les garderies de Mme Marois, du Parti québécois à l'époque, et de M. Charest par la suite, ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont sur le marché du travail aujourd'hui qu'avant. Bon, il manque encore des places en garderie, on est tous d'accord avec ça, là, mais ça reste que il faut permettre aux gens, puis aux femmes particulièrement, d'être capables d'embarquer sur le marché du travail partout au Canada. Mais il y a quand même une bonne... mais il y a une différence, on est d'accord avec ça. Il y a beaucoup de travail à faire pour M. Charest. On avait comparé le début de la campagne entre, en fait, la fable La Fontaine avec la tortue et le lièvre et la tortue. Oui. Et je vais vous dire que le lièvre et la tortue, c'est encore vrai aujourd'hui, dans le sens où M. Charest prend son temps, il va avoir des groupes d'individus. Quand on parle d'une élection, parce que là, on parle de l'élection d'un chef, c'est totalement différent de l'élection d'un premier ministre à travers le Canada et avec des politiques qui doivent rejoindre monsieur, madame, tout le monde, qui sont de différents horizons politiques. C'est ça la réalité. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de choisir la meilleure personne chez nous qui va être capable de rassembler tous ces horizons politiques-là. On a vu beaucoup et je pense que M. Charest est la bonne personne. De députés qui l'ont supporté au Québec. Mais ailleurs, au Canada, est-ce qu'il y a oui, il y a des gens, il y en a partout dans toutes les provinces. Là. Il y a des gens, parce qu'évidemment, au Québec, on les entend moins, ces choses-là, mais il y a des appuis en Alberta, il y a des appuis en Manitoba, en la Colombie-Britannique. Edfast, qui est notre critique en finance actuellement, appuie Jean Charest. Je dirais que les gens
comment je pourrais dire, les gens qui sont là depuis un certain temps au sein du Parti conservateur appuient tous Jean Charest. Ils savent qu'il est capable de réunir et de rassembler. Actuellement, M. Poilievre attire autour de lui beaucoup de gens qui sont des gens qui ont été divisés. Puis lui, il continue à alimenter cette division-là. Puis là, en plus, il a amené l'idée de faire du Canada le paradis du Bitcoin. Là. Entre toi et moi, là, je ne sais pas comment est-ce que c'est pas régulé d'aucune façon. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on va gérer le pays avec du Bitcoin. Là. Entre toi et moi, c'est extrêmement dangereux comme politique. Là. Mais là, cette élection-là, le chef doit... Parce que la prochaine élection, on le sait, là, ça sera en 2025. Bien, autour d'eux, mais en quoi... du moins, l'entente avec la NPD jusqu'en 2025. Sincèrement, on regarde ça aller, puis on n'est pas sûr que ça va durer si longtemps que ça. Là. Bon, mais on sait qu'on ne peut pas renverser le gouvernement si le NPD... Absolument pas. Puis le NPD a besoin de regonfler, de refournir ses coffres là, pour être capable éventuellement repartir en élection. Ils doivent encore la dernière élection qui n'est pas payée, puis je me demande même s'il n'y en a pas de l'autre d'avant. Là. Ça fait que... Ils ont du chemin à faire là, pour se ramasser de l'argent. 52 semaines d'assurance l'assurance emploi maladie, je sais que c'est un de vos chevaux de bataille. Oui, absolument. J'ai un projet de loi privé pour augmenter de 15 à 52 semaines les semaines pour les personnes atteintes de maladies graves. Ça fait longtemps qu'on en parle? Écoute, c'est le 14e projet de loi présenté à la Chambre des communes. Puis là, on a l'appui de tous les partis d'opposition. Ça veut dire qu'on va gagner le vote. Ça, c'est déjà presque assuré qu'on va gagner le vote là, de l'ensemble de la Chambre des communes. Le problème, c'est que ça prend la sanction royale puisque ça touche aux finances du pays. Oui et non, parce que c'est une caisse à part, la caisse d'assurance-emploi, mais ça reste que ça touche les finances du pays. Et donc, ça prend une sanction royale. La sanction royale, c'est ou bien deux ministres qui votent avec nous, ou bien le gouvernement nous donne la sanction royale, comme il avait été le cas avec le projet de mon collègue Larry Maguire concernant le transfert des entreprises. Donc, c'est un projet de loi privé, voté en majorité par les partis d'opposition. Le gouvernement n'a pas eu le choix, puis il l'a mis en place. Est-ce que ce sera la même chose avec celui-là? On l'espère, parce que ça prend absolument la sanction royale pour aller de l'avant. Et ça pourrait se faire? Ça pourrait se faire à l'automne, normalement. Ça va être... là, la deuxième heure de débat va avoir lieu le 8 juin, je pense, où j'ai déjà fait une intervention. Je vais en faire une autre à ce moment-là. Et on espère très, très fortement, parce qu'on va passer au vote, et bien sûr, éventuellement, pour aller en troisième lecture, puis après ça va aller au Sénat. Et donc, on espère que ça va être la bonne fois. Mais sauf que les libéraux, eux autres, ils ont promis 26 semaines. Nous, on dit que ça devrait aller à 52 semaines. Parce que de toute façon, les gens qui utilisent, c'est les médecins qui décident combien de semaines que les gens vont rester arrêtés ou pas, tout dépendant de l'état de leur maladie. Ils ne font pas par exprès pour les laisser sur le chômage inutilement. Là. Quand les gens sont prêts à recommencer à travailler, ils retournent à travailler. Ils ne restent pas sur le chômage pour le fun. D'ailleurs, la moyenne des gens au Canada qui ont des maladies graves utilisent à peu près 40 semaines. Donc, c'est plus que les 26, c'est moins que les 52. Est-ce qu'il y aura un espace pour négocier durant le comité, parce que ça va aller en comité? Est-ce qu'il peut y avoir un amendement puis proposer qu'on aille à 45 semaines au lieu de 52? Êtes-vous prêt à ça? Ben oui, parce que je pense que c'est plus... Faut aller plus haut. Comme un gain? Ben absolument, parce qu'il faut aller plus haut que 26 semaines. 26 semaines, c'est pas assez. Écoute, on a des gens là, qui nous ont partagé leur histoire. Il y a une dame, justement, quand j'ai fait mon discours en chambre, cette journée-là, elle a recommencé à travailler, ça faisait 3 ans qu'elle était arrêtée. Elle a eu des traitements pendant 3 ans. Hier, j'étais à l'hôpital avec mon épouse parce qu'elle avait un examen. J'ai rencontré Claude Desrosiers, qui est l'ancien propriétaire de Sport Loisirs à la Pocatière, de Sport Expert. Écoute, Claude, ça fait 19 mois qu'il est en traitement au moment où on se parle. Là, il venait de prendre sa retraite, il avait vendu sa business, puis il a pogné c'est le cancer du sang, c'est la leucémie. Là, il y a eu une grève de son fils, il attend une grève de son... Tu sais, ça prend une éternité, c'est long, tous ces traitements-là. Quand quelqu'un est au travail, j'ai une jeune mère de famille de 35 ans qui a appelé à mon bureau, là. Elle dit 15 semaines, monsieur Généreux, est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, 15 semaines? J'ai 3 enfants, j'ai besoin de mon argent pour vivre, pour payer ma maison, tout ça. Donc, ça fait pas de sens. Il faut aller plus que 26 semaines. Le temps passe rapidement. Oui. Vous allez en Alberta la semaine prochaine en compagnie de Michel Ferreri du comité touristique. Oui, en fait, vous allez faire quoi comme vous savez, je suis adjoint de Michel au niveau du cabinet fantôme sur le tourisme. On s'en va rencontrer les chambres de commerce de Jasper et de Banff. C'est des endroits touristiques, comme au Québec, ici, on a des endroits touristiques comme Bas-Saint-Laurent, même la région, la Côte-du-Sud, des endroits très prisés. Donc, on va rencontrer ces gens-là. Ils vont nous expliquer ce qu'ils ont été les effets de la pandémie, mais surtout l'argent que le gouvernement fédéral a mis suite à nos demandes répétées. Ils ont mis des sommes d'argent importantes. Ils veulent avoir leur mot à dire comment ces sommes-là vont être dépensées. Donc, ils veulent nous en parler. Et la semaine d'après, je vais être ici aussi à Rivière-du-Loup. Il y a un sommet du Bas-Saint-Laurent au niveau du tourisme. Donc, je vais être présent pour cet événement-là aussi. Pourquoi le tourisme? En fait, ça a donné que,
On est dans une belle région aussi, il faut bien le dire. Là. Puis moi, on m'a demandé mes intérêts quand on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire au niveau du cabinet Fantôme. Puis on m'a nommé adjoint de Michel. Michel est dans la région de Toronto. Et donc, j'ai hérité du tourisme avec elle. Donc, à partir du moment où on hérite d'un portfolio, on essaie de s'en occuper le mieux possible. Puis on fait des tournées. Là. C'est une première de plusieurs semaines de tournées qu'on va faire aussi durant l'été. Le vendredi 25 février dernier, on vous a remis la pétition à l'évêché de Sainte-Anne de la Pocatière pour rencontrer les membres du Conseil diocésain de développement épais. Vous êtes impliqué dans... En fait, c'est pas les corps de votre âge qui manquent? Développement épais est une organisation qui prône évidemment la paix dans le monde. On sait que l'évêque Pierre Gaudreau est allé à Rome justement pour... Tout à fait. Puis ils ont fait signer une pétition dans le comté. Puis ils m'ont demandé si je voulais être porteur ou parrain de la pétition pour la déposer à la Chambre des communes, ce que j'ai accepté, bien sûr. Écoute, on ne peut pas être contre la vertu, là. Ces gens-là veulent que, quand il y a des projets dans des pays en voie de développement, des projets canadiens, que la question environnementale et la question financière prennent compte de l'endroit où ils sont. Parce que dans le passé, il faut bien le dire, là, dans les années 80, 70, 80, 90, il y a eu des projets de mines, entre autres, là, et ils se sont foutus pas mal de l'environnement. Ça faisait dur. Là. Donc, c'était pas pour aider les populations locales. Donc, leur but, c'est de faire en sorte que le Canada mette ou vérifie l'ensemble de ces projets-là pour s'assurer qu'environnementalement parlant, mais aussi fiscalement, en fonction du pays dans lequel ils sont, que ce soit respectueux. Avez-vous le temps de dormir? Ben oui. Oui? OK. Oui, absolument. Bernard, est-ce qu'il va y avoir des cliniques de passeport cette année? Écoute, on est à réfléchir à ça. C'est pas impossible. Puis en parlant de passeport, là, actuellement, il y a un backlog qu'on appelle un retard là, d'à peu près 85 000 demandeurs. Encore hier, il y a quelqu'un qui m'a texté, j'ai envoyé ça à Annie. On va faire ce qu'on peut pour aider les gens, pour essayer de retrouver, parce que Annie, là, je vais vous dire, elle a aidé des gens là, qui s'apprêtaient à partir en voyage le jour. Il a fallu que mon employé à Ottawa fasse 2 bureaux pour aller chercher les papiers des gens, aller les repasser dans un autre bureau pour être capable de les envoyer à Québec pour faire émettre le passeport. Les gens l'ont eu 4 heures avant de partir en voyage. Donc, on parle d'Annie Franquin, qui est la directrice générale du bureau de donc comté. on peut aider les gens, mais c'est pas tout le temps évident au niveau des passeports actuellement. C'est déjà terminé. Samedi prochain, le 23 avril, ce sera votre anniversaire. Vous changerez de dizaine. OK. Oui, oui, je change de dizaine. C'est surtout ça qu'on va retenir. Oh non. Alors là, vous, les cheveux poussent. Puis les sons appareillent. Et l'âge avance aussi. On veut vous souhaiter bonne fête aux gens de toute l'équipe de CMA-TV, des gens qui nous regardent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain. Oui, c'est bon. Voilà, c'est pas le temps, c'est pas les sujets qui manquent, il y en avait encore bien d'autres. Demain, on reçoit Francine Pellerin, qui est directrice générale de la Caisse du Nord de l'Îlet, qui vient nous parler de son assemblée générale. Il y aura ici la chronique culturelle. Ça complète la pouponnière dans quelques instants. Bonne journée. Bonne journée.